On espère demain aller jusqu'à un rendu racine total pour qu'effectivement là, les éleveurs soient satisfaits, soient vraiment tranquillisés de la gestion de leurs effluents, ça c'est déjà un fait, mais surtout donne envie à des successeurs, éleveurs, de se concentrer sur une activité d'élevage sans avoir à être pollués par tous les satellites, dont notamment la gestion des effluents. Bienvenue sur le podcast de Ceux qui font le lait, un programme proposé par la Fédération nationale des producteurs de lait. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur le site de Métabrais, site de méthanisation organisé par quelques agriculteurs pas très loin de Vendôme. Et je suis avec Delphine Descamps qui en est la présidente. Bonjour. Alors Delphine, si tu peux nous donner quelques chiffres pour resituer un petit peu Métabrais, qu'est-ce que ce serait ? Donc Métabrais, c'est 17 exploitations d'élevage dans un rayon de 9 km ici autour de ce point sur la route départementale entre Savigny et Vendôme. Donc 17 exploitations d'élevage, principalement bovins-lait. Donc des agriculteurs qui avaient l'habitude de travailler ensemble, qui étaient déjà dans des CUMA, qui avaient déjà une certaine habitude de travail et qui voulaient aller beaucoup plus loin dans la gestion de leurs effluents. Si on parle chiffres, pour Métabrais, c'est quel tonnage de lisier transformé? On collecte, donc puisque Métabrais est fait par des agriculteurs, au service des agriculteurs, on va collecter leurs fumiers. Donc comme c'est surtout la vache laitière, on va collecter les fumiers mous, des fumiers donc de logette, également des fumiers d'air paillé, de tout ce qui est génisse. On va collecter effectivement un petit peu de lisier. On a 2 producteurs de lait qui sont en système lisier. On a un producteur de porc et un producteur de canard qui est également en lisier. Donc on a ces 2 filières d'incorporation, majoritairement donc du solide pelletable, où on est aux alentours de 20 000 tonnes et annuel. Et en lisier, on est entre 6-8 000 mètres cubes. Donc on peut dire que dans l'ensemble, on traite un petit peu moins de 30 000 tonnes d'effluents, 2 tiers fumier, 1 tiers lisier. Et comment se passe la collecte? Parce que là aussi, vous avez choisi des options pour faciliter la vie des éleveurs, non? Exactement. Le gros principe était d'apporter un service. Donc comme je disais, donc, vous avez des caissons, là, les caissons qu'on voit. On en a une dizaine qui sont répartis sur chacune des exploitations adhérentes. Charge à l'éleveur de les remplir. Finalement, ces caissons se substituent à leur stockage, se substituent à leur fumière. Le responsable du site établit un planning de collecte et donc nous avons un camion en pli-roll qui vient chercher chacun de ces caissons selon le rythme établi par la personne qui s'occupe des plannings et qui vient les collecter sur les fermes une fois qu'ils sont remplis. Ainsi, en fait, ils se baignent directement dans la filière d'incorporation et on ne les touche plus parce que, effectivement, c'est des matières qui sont pas très sympathiques à travailler. Donc, moins on les pelletera, on les reprendra, mieux ce sera. Donc, l'intérêt de ces caissons est ensuite de se déverser dans la filière d'incorporation et de ne plus y toucher. À la base, qu'est-ce qui a motivé l'installation de cette méthanisation par ce regroupement d'éleveurs? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Alors, on peut dire que l'objectif était multiple. Le premier, c'était surtout effectivement gérer nos effluents. On savait qu'on était tous un petit peu limite dans nos capacités de stockage. Donc autant, si on avait tous à refaire nos capacités de stockage, là on s'est posé l'intérêt de faire une capacité collective, ce que permettait la méthanisation. Alors capacité collective de stockage de la matière digérée, puisqu'ici donc on récupère les fumiers frais et ensuite simplement on les stocke une fois digérés, donc dans les poches que vous pourrez voir juste après, à l'abri de l'air. Donc ça correspond complètement aux normes, c'est-à-dire nos digestats sont protégés de la volatilisation dans des poches hermétiques à l'air, enfin dans des poches fermées, on ne peut pas dire hermétiques mais dans des poches fermées. C'est le premier point. Deuxièmement, on avait déjà l'expérience de l'Allemagne qui nous disait que ça permettait d'avoir des revenus supplémentaires. Nous, on avait surtout l'idée que donc, en créant cette activité, on arriverait à se financer la gestion de nos effluents, c'est-à-dire à se fabriquer un engrais organique beaucoup plus facile à utiliser que nos fumiers. Parce qu'en effet, la vertu de la méthanisation infiniment mélangés comme on le fait ici, c'est liquéfier nos fumiers, les rendre directement assimilables par les plantes
Et donc finalement, ça nous permet de pouvoir utiliser nos fumiers sur différentes cultures et pas donc uniquement sur la culture du maïs. On peut désormais utiliser notre digesta organique sur des blés, sur des prairies, sur des raies gras, sur des cultures intermédiaires, sur des couverts, enfin sur beaucoup plus de possibilités que nous n'en avions avant avec le fumier brut. En plus, ça n'a pas forcément besoin d'être enfoui, donc pour les personnes qui sont en technique culturelle simplifiée, c'est beaucoup plus intéressant. Ça nous permet aussi d'étaler nos périodes d'épandage, d'étaler les périodes de travail, de nous diversifier dans les ouvertures météo. Enfin, ça a effectivement quand même plusieurs intérêts agronomiques nous concernant. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'effectivement, on capture des gaz à effet de serre. Donc nous qui sommes majoritairement éleveurs bovins, ça améliore tout de même notre impact sur les émissions de gaz à effet de serre et surtout les émissions de gaz à effet de serre faites par les bovins en général. Et alors, je crois que vous, en termes d'intégration et de simplification, vous avez été assez loin parce que même l'épandage a été mutualisé en quelque sorte. Tout à fait. Un méthaniseur, en fait, c'est un ICPE, donc avec un plan d'épandage. Donc nous, le plan d'épandage de Métabray est sur presque 3000 hectares. C'est en fait l'ensemble des surfaces qui étaient précédemment épandues en fumier par chacun des associés du groupe. Donc, ça nous a permis de numériser ce plan d'épandage. Donc il est complètement il est numérisé, il est accessible par tous les logiciels culturaux possibles et imaginables. Et ça vient directement du GPS du tracteur, c'est bien ça? Et ça vient directement sur les GPS des matériels d'épandage. Vous en avez un juste devant vous là. Et donc on fait appel à un prestataire. Ce que nous permet le modèle économique du méthaniseur, c'est donc d'utiliser un prestataire qui va savoir respecter à la lettre, je vais dire, les préconisations de l'épandage, c'est-à-dire les distances, les volumes épandus, les distances sautières, tout ce que tout un chacun connaît dans la réglementation sur l'épandage. Et c'est effectivement, on peut dire, une sécurité réglementaire pour chacun des associés. Génial. Donc maintenant, si tu veux bien, on va aller faire un tour de la technique, comment ça marche. On va parodier Michel Chevalet. Alors, la méthanisation, comment ça marche? Donc, la matière arrive dans les caissons, le caisson se met à quai et se baigne dans cette trémie à fond poussant. Alors, là, comme vous le voyez, l'incorporation de ce batch-là se termine, donc le mur qu'on appelle, le mur se rétracte. En fait, l'objectif est de liquéfier les fumiers. Pourquoi liquéfier les fumiers? Pour, dès le départ, chasser l'oxygène. Chasser l'oxygène qu'on peut avoir dans les pailles, qu'on peut avoir dans les agrégats, etc. En fonction du fumier que nous avons, on va plus ou moins le pré-empâter avec du liquide qu'on va recirculer. C'est-à-dire qu'on reprend toujours dans le liquide de la veille et ainsi de suite, pour le réensemencer de matière fraîche tous les jours. Donc tous les jours, on soutire une partie de la matière qui a été incorporée la veille et l'avant-veille dans le digesteur. Le digesteur, ici, est une cuve de 5000 m3, donc qui est théoriquement 40 jours de travail, en fait, quelque part. Mais tous les jours, on soutire une partie dans la cuve de pré-mélange qui va être réensemencée de matière fraîche toute la journée. Et ensuite être transféré vers le digesteur pour commencer une digestion toute la nuit. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de digesta infiniment mélangé. Exactement, c'est infiniment mélangé parce qu'effectivement, les batchs qu'on fait tous les jours se retrouvent effectivement mixés avec le travail des 40 derniers jours. Une fois effectivement la cuve pleine, une surverse va vers le post-digesteur. On a ainsi dans l'ensemble à peu près 70 jours, théoriques bien entendu, pendant lesquels la matière a le temps à 40 degrés et brassée régulièrement de entièrement faire fermenter, faire digérer la partie de matière organique fermentescible. On s'intéresse bien à la matière organique fermentescible. La matière organique stable se retrouve
dans la matière digérée, dans les digestats, et sera entièrement répandu sur les champs. Et pour qu'il y ait méthanisation, ça se fait à une certaine température. Vous faites comment pour chauffer ce digestat? Alors on a un réseau de chauffe, c'est-à-dire qu'on a des serpentins d'eau chaude qui font chauffer ces cuves. Et cette eau chaude provient en grande partie de la récupération de chaleur sur les moteurs nécessaires à l'épuration du gaz. Et ensuite c'est complété par une partie du gaz non épuré, que nous appelons gaz pauvre, qui permet de faire fonctionner une chaudière et donc d'arriver à une eau de consigne à 65 degrés. En fait, on ne chauffe pas très fort, mais en continu, afin de se retrouver à température corporelle de la vache, donc aux alentours de 40 degrés, pour que ce soit optimal pour les bactéries de la méthanogénèse. Le méthane qui est récupéré, vous en faites quoi derrière? Donc le méthane ensuite est épuré pour être dans les normes du gaz naturel. On a en fait accéléré le processus de fabrication du gaz naturel géologique, fossile. On l'a accéléré, mais pour qu'il soit exactement dans les mêmes normes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une absence d'eau, il faut qu'il soit une certaine température, absence d'eau, donc il va d'abord dans un premier temps se refroidir pour condenser, perdre son eau. On va ensuite enlever le gaz lié à la décomposition qu'on appelle l'H2S, l'hydrogène sulfuré. On le traite de façon biologique dans les ciels gazeux, mais également ensuite grâce à des charbons actifs. Et enfin, surtout, le plus important à nettoyer ensuite, c'est le CO2. Petit à petit, donc, en épurant le biogaz, on arrive à 60% de méthane, 40% de CO2. Et là, ces 40% de CO2, c'est épuré par un système PSA, afin d'arriver au final à 99,5% de méthane, la norme injectable. Donc la norme injectable, c'est donc plus de 98% de méthane. Ici, on y arrive sans trop de difficulté. Une certaine température, un certain donc, pouvoir calorifique et une absence d'hydrogène sulfuré H2S. Et donc ce méthane est réinjecté dans le circuit de distribution. Alors bon, une petite spécificité, vous devez le liquéfier, le déliquéfier. C'est juste un... Parce que quand on a été peut-être un peu trop rapide, c'est-à-dire que quand on a fait le projet, on ne pouvait pas comme ça tirer des réseaux de gaz vers la ville. C'est désormais possible, donc on espère pouvoir y avoir accès. Donc effectivement, à l'époque, on a trouvé cette solution qui était une grande innovation, qui fonctionne mais est limitant, et avec la difficulté que c'est consommateur en électricité, et à l'heure actuelle effectivement on va faire la chasse au gaspillage électrique, donc on va retourner sur un autre système. Le cercle a l'air extrêmement vertueux, c'est extrêmement simplifiant la vie de l'éleveur, et en termes de rentabilité financière, ça se situe comment un projet de cette envergure pour vous? Bon, à l'heure actuelle, avec la liquéfaction on n'a pas rencontré la réussite qu'on espérait, puisque ça fait qu'on est limité à 80% du nominal, donc c'est-à-dire il nous manque effectivement les 20% pour se sentir bien. Mais en tout cas, on pourvoit à l'ensemble de nos charges, et surtout le bénéfice imminent des éleveurs étant d'assurer donc le stockage des effluents, le retour au sol, et la fabrication de cet engrais organique. On peut dire que ça a été une réponse immédiate. Voilà. Donc on peut dire qu'immédiatement on fait face à nos charges. On est à l'heure actuelle dans une rentabilité qui devait être au départ d'un retour sur 8 ans. On est effectivement plutôt maintenant sur un retour qui correspond à la période d'obligation d'achat qui sera de 15 ans. Mais j'oserais dire, je ne sais pas si on peut dire qu'on n'était pas là pour se faire de l'argent. On était essentiellement là pour s'apporter un service qu'on obtient. Voilà, donc j'espère avoir un petit mieux pour effectivement aller encore plus loin jusqu'au rendu racine, parce qu'effectivement à l'heure actuelle, le rendu racine est que partiel. On espère demain aller jusqu'à un rendu racine total pour qu'effectivement là les éleveurs soient satisfaits, soient vraiment tranquillisés de la gestion de leurs effluents, ça c'est déjà un fait, mais surtout donne envie à des successeurs éleveurs de se concentrer sur une activité d'élevage sans avoir à être pollués par tous les satellites, dont notamment la gestion des effluents. Delphine, je te remercie pour toutes ces explications qui, je l'espère, inspireront ceux qui font le lait à suivre votre exemple ou tout au moins à se renseigner pour voir si le modèle est transposable
aux alentours des fermes de chacun d'entre eux. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.